Oui, au nom du Salon du livre, le plus ancien Salon du livre au Québec. Ah oui? Oui, 1965, c'est une date Hein? qui doit vous rappeler quelque chose, Michel Tremblay. Euh, Parce qu'on va y revenir, bien entendu. C'est vraiment un honneur de vous recevoir pour la première fois à ce plus ancien Salon du Québec, ne serait-ce que virtuellement, de recevoir le grand Michel Tremblay. Euh, pour la première fois, donc, depuis le débarquement des Belles-Sœurs en 1968 au Théâtre du Rideau Vert, qui a été comme un coup de tonnerre dans l'univers culturel, mais aussi social et politique du Québec, à cause, bien évidemment, surtout de la langue. Donc, c'est à la fois la forme et le fond qui avait constitué enfin, ce scandale, disons-le, ce scandale public. Euh, la forme à cause de la langue, le fond à cause de la libération d'une parole aussi. Si je ne m'abuse, ces belles-sœurs, vous avez commencé à les écrire en 1965 aussi. Donc, Oui, ben, la pièce a été écrite en 1965, 65. en septembre oui, en septembre et octobre 1965. Et au mois de novembre de cette année-là avait lieu le premier salon du livre Ah au oui, Québec. Alors, on est vraiment content je suis vraiment content au nom du salon de vous recevoir. Actuellement, au Théâtre du Bic, on a une résidence de jeunes auteurs du CEAD qui sont avec nous là, à partir de la fin de semaine prochaine pour 3 semaines pour une résidence. Et je leur ai demandé de m'acheminer une question, chacune des auteurs, pour Michel Tremblay, des auteurs de la toute nouvelle génération. Alors, la première question qui me vient, que je vais vous poser tout de suite, parce qu'elle est en rapport avec ce qu'on vient d'évoquer, c'est cette fameuse langue de Tremblay. Qu'est-ce que c'est, me demande Julie Beausègle, une jeune auteure. Qu'est-ce que la langue de Tremblay? Est-ce que c'est celle des personnages, de l'auteur, d'une époque, d'un quartier, d'un peuple, d'une nation? Et après, c'est du lourd, là, je vous le dis. En quoi se mesure-t-elle à celle de Molière et de Shakespeare? ben, c'est un peu tout ça. C'est une réponse facile, mais c'est un peu tout ça. Pour le comprendre, pour comprendre ce que j'ai voulu faire, faut remonter à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, les gens ont quitté la campagne, ils sont venus s'installer en ville, ils sont venus s'installer ici à Montréal, qui est une ville anglaise, ce Oui, qui fait que les hommes allaient travailler en anglais et ils rapportaient à la maison des mots anglais, mais les femmes, si on est encore francophone à Montréal, c'est à cause des femmes du début du 20e siècle. Les femmes, elles, par volonté de parler le français, par volonté oui, de continuer à parler le français, euh, prenait ces mots-là, et ce qui était très intéressant, c'est qu'elle les intéressant, c'est qu'elle les traduisait. Elle faisait de vrais néologismes au lieu de se servir en joual, par exemple, au lieu de se servir des mots anglais entre guillemets comme font les Français. Ces femmes-là prenaient le pire et le meilleur exemple que je donne toujours, c'est le mot bécosse. oui, Le mot bécosse qui vient de backhouse. oui. Alors, les hommes rapportaient à la maison le mot backhouse pour les toilettes où ils travaillaient, et les femmes ont fait de backhouse un mot. Elles ont francisé et elles ont inventé un mot qui est le mot bécosse, qui est un mot inventé ici, qui nous appartient, qu'on ne veut pas imposer à qui que ce soit, mais qui est quand même un vrai néologisme. C'est comme ça que cette langue-là est née. C'est un mélange, c'est plus qu'un mélange d'anglais et de français. En fait, c'est de l'anglais traduit en français plutôt que servi comme je dis toujours, les Anglais, les Français, quand ils servent d'un mot anglais, ils servent en italique. On dirait qu'ils parlent comme ça en italique. Alors que nous, on y va franchement. Il y a une autre expression, excusez-moi, c'est un peu long, mais ça explique tout. Non, 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 on a le temps. Il y a une autre expression qui est intéressante, c'est qu'au 17 et au 18e siècle, il y avait une expression chez les gens qui faisaient
les coureurs des bois, les gens qui faisaient l'échange des peaux d'animaux. Quand on voulait séduire quelqu'un, quand on voulait soutirer quelque chose à quelqu'un, il y avait une expression anglaise qui disait « in fur wrapped ». On parlait enveloppé dans la fourrure, de façon à ce que l'autre personne tombe sous le buin, hein, bon, tout ça. Et vous me voyez venir probablement, les femmes à Montréal au début du 20e siècle ont fait de infrarap un mot qui est très beau, qui est un mot enfiroapé. C'est un des plus beaux de notre vocabulaire. C'est un des plus beaux de notre langue et c'est un mot inventé à partir de l'anglais, de infrarap à enfiroapé. Et quand je dis ça aux Français, ils sont ravis parce que la plupart du temps, ils disent qu'on devrait l'adopter nous aussi parce que c'est un très beau mot, qui est effectivement un très beau mot. Alors, ça explique un peu la naissance de cette langue-là qui est née de la volonté des femmes de parler français. C'est ça qui est extraordinaire. On leur doit tout, en fait. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais de cette langue-là, je vais bifurquer un peu sur ce que j'allais dire par la suite, parce que ça m'amène un peu ailleurs. De cette langue-là, vous l'avez tellement entendue, poétisée. Oui, mais ça, c'est l'auteur, c'est normal. Un auteur, on a beau dire qu'on utilise la vraie façon de parler des gens. C'est pas vrai, un auteur, c'est quelqu'un qui transforme, c'est quelqu'un qui transcende. Alors, c'est normal que, même en étant sincère, en pensant quand tu utilises la langue telle quelle, il y a une transformation qui se fait, qui fait que ça devient une langue de théâtre. Et effectivement, je dis toujours que dans mes pièces, au moins les personnages, ils font des phrases complètes. Les personnages parlent de façon à ce qu'on comprenne. C'est tout bien structuré, c'est tout bien dit. Alors, ils parlent beaucoup mieux que leur correspondant dans la vie. Leur correspondant dans la vie ne parlerait pas de façon aussi structurée. Ça, c'est l'auteur de théâtre, l'écrivain, qui a pris une façon de parler et qui s'est trouvé une façon à lui de l'exprimer. Oui, mais à mon avis, vous avez réussi, Michel Tremblay. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est extrêmement particulier comme homme de théâtre. J'ai fait passer des dizaines d'auditions, notamment dans des productions communautaires. Je dirais, moi, c'est les comédiens professionnels qui sont formés dans les écoles. Mais j'ai fait passer, moi, j'ai entendu des dizaines et des dizaines de personnes en audition pour des pièces communautaires. Par exemple, pour Thérèse et Pierrette à l'école des France. Par exemple. Et j'ai toujours été fasciné par le fait que même celles ou ceux que je retenais pas, et à plus forte raison ceux que je retenais, comment ils entraient dans votre langue, dans la langue de Tremblay, comme si ça faisait partie de leur ADN. Mais ça, chez les jeunes c'est quelque chose d'assez... mais c'est peut-être à cause des personnages d'abord. Je pense que c'est d'abord les personnages. C'est des personnages qui leur ressemblent et qui, même malgré, dans les différentes régions du Québec, on parle d'un Québécois différent, mais comme l'accent reste à peu près le même, il y a des mots qu'ils retrouvent et à cause des personnages, parce que les personnages ressemblent à leur mère, à leur sœur, ou à elle quand j'ai commencé, il y a une espèce de connexion qui se fait, je pense d'abord à travers les personnages plus qu'à travers la langue. Oui, peut-être, mais je dois dire que lorsqu'ils disent les textes, même en audition, c'est juste. c'est rarement faux. Alors que quand on entend des amateurs en audition, parfois, ça sonne faux. On va dire ce que je veux dire. Alors que dans les textes de Tremblay, et quelles que soient les générations, j'ai entendu des personnes assez âgées en audition et des plus jeunes, et ça m'a toujours fasciné. Je vous dis, il y a quelque chose de notre ADN que Michel Tremblay a réussi je comprends qu'il y a un travail d'écrivain derrière ça. C'est ça, oserais-je dire que c'est parce que c'est bien écrit. Oui, mais je pense que c'est formidablement bien écrit. Par rapport à l'œuvre elle-même, je vais essayer de m'attarder un petit peu sur vos deux derniers opus. Le tout dernier, Victoire, j'ai eu le privilège de le lire, je dirais pratiquement avant tout le monde, puisqu'il va paraître ces jours-ci, j'imagine. Oui, le 11 novembre. Le 11 novembre.
Et mais je voudrais qu'on parle aussi de votre dernier roman, Le cœur En en bandoulière. bandoulière. Bon, Le cœur en bandoulière, c'est un roman assez étonnant puisqu'il contient à l'intérieur une pièce de théâtre en un acte Ouais, ouais. sur Tchekhov, enfin pas sur Tchekhov, qui s'appelle d'après l'univers de Tchekhov, et qui met en scène un auteur vieillissant, disons, en panne d'écriture, qui fait tous les matins ce qu'il appelle, selon une très jolie La danse autour de l'ordinateur. autour de l'ordinateur. parce que il cherche, il veut replonger dans un texte de théâtre qui pour lui est inabouti, inachevé, qui n'a jamais été produit, qu'il a écrit il y a 5 ans plus tôt, et qu'il a donc mis de côté à la suite de, je ne sais pas si c'est un échec, mais de sa pièce précédente, en tout cas qui a été démolie par un critique de façon très, et ça l'a Elle l'a bloqué. alors, on aura droit à l'intérieur à quelque chose d'assez particulier. On a droit à toute la pièce en un acte, réécrite presque sous nos yeux par l'auteur. Dans cette pièce, l'action de cette pièce, c'est un souper de famille d'action de grâce, un peu en souvenir de la mère aussi, d'une famille d'artistes, qui est rare aussi. Les familles, ils sont tous artistes. Il y a l'auteur, il y a son chum, mais il y a ses frères et sœurs qui sont interprètes, qui sont comédiens et comédiennes. La mère aussi était une grande actrice. Et il se trouve que la vedette, mettons, de la famille arrive avec son nouveau chum qui est le critique. Un critique de théâtre. L'auteur quelques années plus tard. Alors, je voudrais vous faire parler un tout petit peu de... Alors, c'est une mise en abîme, hein? C'est une mise en abîme du narrateur du cœur en bandoulière, qui se trouve à être aussi l'auteur de la pièce. Et puis, on a l'impression que Michel Tremblay lui-même se retrouve pas très loin. En fait, j'ai toujours dit que c'était une mise en abîme d'une mise en abîme, en fait. Ouais, c'est une double mise en abîme. C'est vraiment ça. Je voudrais vous entendre un peu sur... ça m'a un peu... je veux dire, un peu étonné aussi. Je me suis dit, bon sang, Michel Tremblay, à travers tout ce qu'il a traversé, toute cette carrière, il a été joué sur des scènes dans le monde entier. Il a reçu, bien sûr, de mauvaises critiques comme tout le monde, mais il a reçu des éloges aussi à n'en plus finir. Mais je voudrais vous entendre un peu sur ce rapport à la critique. Et je ne serai pas très long. Je vais vous faire une citation d'un critique pour vous ramener aussi dans le temps, pour faire moi-même une mise en abîme. Une critique du 29 août 1968 de Martial da Silva. Mon Dieu. Le critique patenté de la presse à l'époque. Je dis patenté parce que ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui, à mon avis. Il y a des critiques qui faisaient le métier de critique et qui passaient leur carrière à être critiques. Et c'était le cas de Martial da Silva. Martial da Silva, une critique plutôt mitigée des belles-sœurs. Et même mauvaise. Oui, mais pas tant que ça. C'est pour ça que je veux vous en parler, parce qu'il en dit beaucoup de bien aussi. Mais évidemment, il s'attaque à la langue. Il dit, je suis pas un bigot, mais je dois avouer que c'est la première fois de ma vie que j'entends une seule soirée autant de sacres, de jurons et de mots orduriers. Je ne la lirai pas au complet, évidemment, mais il dit que sur le plan technique, l'auteur, c'est-à-dire vous, est limité. Il limite encore ses moyens en poussant jusque dans ses derniers retranchements l'utilisation du joual, mais en dépit de cela, les belles-sœurs sont vivantes, humaines, savoureuses et pittoresques. Et puis, vous donnez un conseil dans le dernier paragraphe, il dit « Le jour où Michel Tremblay acceptera de jouer franchement le jeu de l'écrivain dramatique, en d'autres termes qu'il consentira à accorder les ressources de son intuition, de sa sensibilité, de son intelligence et les exigences de l'écriture dramatique véritable, c'est-à-dire écrire en bon français, j'imagine, nous aurons probablement de lui une œuvre forte, généreuse et aisément audible, à moins, bien entendu, qu'il veuille se complaire dans la vulgarité appuyée et continuer d'emprunter des avenues qui ne mènent nulle part. Ce sont les avenues que vous avez empruntées dans les 50 dernières années avec quelques résultats.
évidemment, Da Silva, il n'a pas été le seul, il s'est repris par la suite aussi. Ouais. Je ne dis pas ça pour l'accabler, mais comment le jeune homme de 25 ans, à travers, j'imagine, à l'époque, les éloges, mais aussi des critiques un peu moins de votre côté, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez reçu cette critique-là de Ben, l'époque elle-même, c'était plutôt excitant d'être au milieu d'une polémique après une première pièce. Alors, c'est sûr que la critique elle-même, je la trouvais... Elle me faisait pas mal. On ne peut pas dire que c'est une critique qui m'a fait pleurer. C'est juste la critique de quelqu'un qui ne comprend pas ce que tu as voulu faire et D'ailleurs, le Marshal da Silva avait déjà refusé le texte de la pièce 2 ans plus tôt. André Brassard l'avait présenté au Dominion Drama Festival. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, le festival à travers le Canada. Là. Et Marshal da Silva était sur le jury de 3 personnes et il l'avait refusé avec ce jury-là. Donc, il connaissait déjà la pièce. Mais comme c'était nouveau, j'en ai jamais voulu à ceux qui n'aimaient pas ce que je faisais à cause de la langue. Parce que je me disais, ils comprennent pas ce que je veux faire, ou au début, en tout cas, ils comprennent pas ce que je veux faire. Ça sert à rien de discuter avec eux, et ça sert à rien qu'ils discutent avec moi, parce qu'on ne s'entendra jamais. Je ne suis pas un professeur de français, je suis un témoin de mon époque, et comme tous les auteurs, comme il y en a partout dans le monde des auteurs qui écrivent dans le joual du pays. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Mais ce qui était excitant, c'était d'être au milieu d'une polémique pendant 2-3 ans. Le fait qu'il y avait autant de gens qui détestaient ce que je faisais, qu'il y avait de gens qui aimaient ça, et être au milieu, aller à la radio, j'étais le Simon Bouliris de l'époque. On me voyait à la télévision, et on m'entendait à la radio. Et ce qui était intéressant, une chose à laquelle on ne pense pas, c'est que le théâtre du Rideau Vert, à l'époque, avait 380 places. C'était un tout petit théâtre. Alors, il y avait 380 personnes qui voyaient chaque soir une pièce dont des millions de personnes voyaient l'auteur la défendre. Alors, je dis toujours que c'est mes ennemis qui m'ont eu au monde. Si mes ennemis s'étaient tués, si Marshal da Silva avait fait une pièce moins orageuse, peut-être que je serais tombé dans l'oubli rapidement. C'est le fait que les gens me voyaient à la télévision, ils m'entendaient à la radio. Je passais souvent à Réal Gilles Illimité ou Parle Georges avec Jean Duceppe, tout ça. Une émission très populaire. Et il y avait des centaines de milliers de personnes qui voyaient un petit cul défendre une pièce qui était vue par 380 personnes. Alors, c'est eux qui ont fait ma publicité, qui m'ont mis au monde, en fait. Et aujourd'hui, parce que si je reviens au Cœur en bandoulière, est-ce que dans cette mise en abîme est-ce que Michel Tremblay aujourd'hui est toujours aussi sensible, pas toujours aussi, à l'époque, vous expliquez comment vous avez réagi, mais est-ce qu'il est aussi sensible que l'auteur Benoît, qu'on retrouve dans Le Cœur en bandoulière? Est-ce qu'il attend avec une grande fébrilité ce que les critiques de tous les Oui, mais comme vous faites, vous n'en écrivez pas, mais ce qui est particulier avec le théâtre, c'est que, on écrit une pièce, on est content ou on ne l'est pas, ton metteur en scène est content, on va la faire lire par un producteur, et ce producteur-là dit « Ah oui, ça serait bien pour ma saison 2023-2024 ». Ce qui fait que le fun que tu as eu en l'écrivant, il faut que tu l'oublies pendant 3 ans et tout à coup, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, ce que les autres vont en penser devient important, alors que ça ne l'a jamais été avant. Avant, tu avais tes parents et amis qui disaient ça, qui aimaient ça, qui étaient contents, qui te disaient, toi et ta gang, vous aimiez ça. Et là, tout à coup, 2 ans plus tard, ça devient public. Et là, ce que les autres vont en penser devient primordial, alors que c'était toi il y a 2 ans ou c'était toi il y a 3 ans. Pendant ce temps-là, tu as peut-être écrit 2 romans, 3 autres pièces. Alors, il faut que tu reviennes en arrière et c'est quand même ton bébé. Une première, je compare toujours ça, c'est peut-être une mauvaise comparaison, à un baptême. Tu as un nouveau bébé, tu invites le monde
à venir voir ton nouveau bébé. Puis le lendemain, les gens te téléphonent pour te dire que ton bébé, il est laid, qu'il est trop gros, qu'il n'a pas assez de cheveux, qu'il manque un doigt de pied. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas ne pas être sensible à ça. C'est absolument impossible. On ne peut pas croire un artiste qui dit que la critique ne lui fait rien. C'est notre vie, c'est notre passion, c'est nos bébés. C'est bien évident que te faire dire que ton bébé est laid, c'est pas drôle. C'est peut-être pas une comparaison, mais ça m'a aidé, de tout temps, ça m'a aidé à passer à travers. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train d'écrire encore une fois, si vous permettez. Puis, on avait des fax à l'époque, en 97. Puis mon chum m'envoyait des critiques de mon dernier roman, qui était un objet de beauté, par fax. Et c'est un roman c'est un de mes meilleurs romans, je pense. C'est un roman qui avait été très mal reçu par la critique à l'époque. Puis je me souviens d'être en train d'écrire ma pièce la plus drôle et de brailler parce que je lisais à côté ce que j'avais fait 2 ans plus tôt. Alors, je pleurais sur moi il y a 2 ans pendant que j'avais du fun à décrire ma mère dans une pièce. Alors, il y a toujours cette double-là. On ne peut pas ne pas être sensible à la critique, ça ne se peut pas, c'est impossible. Point final. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire à quel point nous, on a fait une production encore une fois, si vous permettez, avec feu Daniel Simard et la magnifique... Oui, je l'avais vu, j'étais allé au Bic là-bas. Oui, je sais. C'était absolument magnifique. Oui, et non, mais c'est pour vous dire que ça a été un des grands succès du Théâtre des gens d'en bas. Tant mieux. Louison et Daniel étaient étaient complètement différents de ceux qui avaient créé la pièce. Exact. C'est ça qui est extraordinaire Je dis toujours que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un auteur de théâtre de son vivant, c'est de lui présenter le plus grand nombre possible de différentes productions de ses pièces, parce que, par exemple, avec votre production, ce qui était extraordinaire, c'est que tout avait changé. Les acteurs ne jouaient pas de la même façon. Visuellement, c'était pas la même chose. Tout change selon les productions, sauf ce que tu as écrit. Alors, c'est ça, à travers le temps, avec le nombre de productions, j'ai vu des belles sœurs, par exemple, de retrouver cette pièce-là chaque fois, des fois dans des langues que je ne comprends pas, mais c'était toujours le même texte, mais tout autour changeait. Ouais. La sensibilité des acteurs, la sensibilité du metteur en scène, tout change, sauf ce que tu as fait. Alors, c'est quand tu as le choix, avec votre production, de voir une production extraordinaire d'un texte dont tu as déjà vu une production extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est le cas de le dire. On va revenir au cœur en bandoulière, parce que dans cette pièce-là aussi, il y a un rapport à la famille qui est au cœur de votre œuvre. Un rapport amour-haine, je dirais. Il y a un côté dans votre œuvre, une famille, la famille je vous hais et famille je vous aime. Il y a quelque chose au cœur. Bon, la famille a beaucoup changé, bien sûr, avec le temps. La famille de votre époque et de la mienne, qui est un peu la même. C'est plus tout à fait la famille nucléaire a explosé. Mais on retrouve ça avec raison à l'intérieur de la pièce en hommage à Tchekhov. Et moi, ça m'a touché beaucoup, particulièrement dans le rapport entre Claire, qui est, je le dis pour ceux qui nous regardent, qui est la vedette de la famille. C'est une famille d'artistes et elle, c'est celle qui semble être la plus connue et reconnue. Et donc, Claire a un rapport, je ne sais pas si on peut dire amour-haine, avec son frère Benoît, qui est l'auteur. Et ça, c'est extrêmement touchant parce qu'ils sont tous les deux vieillissants. Ils s'aiment beaucoup aussi. Ça de l'admiration aussi, y compris pour leur carrière respective. Et, mais ce sur quoi je voudrais vous entendre, c'est que Claire, dans l'œuvre, elle décide de se mettre en péril, en quelque sorte, de risquer quelque chose. Elle va jouer dans une pièce avec un jeune metteur en scène. Et dans lequel que le critique avec qui elle partage sa vie a beaucoup aimé,
et probablement une partie du public aussi, mais que son frère lui reproche de s'être fourvoyé, d'avoir fait une caricature d'elle-même. Euh, et alors que ce frère, lui, donc, a décidé de ne plus écrire. Enfin, il n'écrit plus depuis 4 ans. Donc, c'est par rapport à des artistes, mais aussi à n'importe quel être humain, c'est le fait de vieillir. C'est-à-dire que Ouais. vous avez là quelque chose d'important. Il y a celui qui dit, bon, mon temps est fait, en quelque sorte, je vais tenter de m'éloigner avec grâce, avec, bon, et, ou alors Et la d'arrêter de lutteuse. faire ce que je faisais. Et puis, il y a l'autre qui dit, ben moi, non, je ne renonce pas. Et c'est particulièrement touchant parce que le cas des comédiennes plus âgées est toujours problématique, hein, on le sait. Ouais. Mais qui décident de plonger dans une nouvelle aventure, je dirais, de se réinventer, comme l'a dit maladroitement notre ministre de la Oui, Culture. en fait, oui, c'est une pièce sur le vieillissement des artistes, c'est-à-dire les artistes, il y a comme 2 courants dans cette famille-là. Il y a, comme vous venez de dire, celui qui décide, qui dit, j'écris depuis 50 ans, j'ai un style. Lui, ce que ça fait, il appelle ça, c'est un lifting artistique. Lui, il a 60 ans, et il veut pas avoir l'air jeune, c'est ce qu'il dit à sa sœur. Il reproche à sa sœur d'aller travailler avec des plus jeunes pour se faire un lifting artistique. Et elle dit non, c'est pas ça, c'est que je veux vivre de nouvelles aventures, je veux essayer de nouvelles choses, alors que son frère, lui, si il était capable de continuer à travailler, il voudrait aller dans la même voie parce que c'est la même qu'il y a depuis je sais pas, depuis 40 ans qu'il écrit, ou 25 ans. Et c'est de ça que je voulais parler, de cette espèce de dichotomie, ces 2 façons différentes de vieillir qui sont plausibles, qui sont possibles, qui sont acceptables, mais qui sont intéressantes quand ça arrive à l'intérieur de la même famille. Oui. Et quel est votre rapport je dirais, par rapport aux plus jeunes, par rapport à la dramaturgie contemporaine? Ça, c'est une question de Sébastien David du CEAD aussi, qui va être chez nous. Quel est votre rapport à la dramaturgie contemporaine? Je vous donne un exemple, par exemple, moi, qui me saute aux yeux. Vous la connaissez probablement, je pense, à quelqu'un comme Annick Lefebvre. Oui, j'adore Le Annick Lefebvre. manuscrit J'accuse, et j'ai reconnu, je ne sais pas ce qu'elle en dirait, mais j'ai reconnu la trace, le passage de Michel Tremblay dans son œuvre, parce que on pourrait dire enfin, c'est pas c'est les petites filles, non, les arrière-petites filles peut-être des Oui, personnes oui, oui, absolument. enceintes. Mais ça, un des grands cadeaux de ma vie, c'est le fait que les jeunes générations ne détestent pas ce que j'ai fait. Des fois, on écrit en réaction à ce qui s'est fait avant en disant c'est pas ça, c'était pas bon, c'est pas ça qu'il faut faire. Tandis que quand je vois les pièces de jeunes générations, souvent je me dis ah, ils me refusent pas. J'avais vu j'avais assisté à la dernière de J'accuse et j'avais été tellement bouleversé que j'avais acheté le texte en sortant qui se vendait au Théâtre d'aujourd'hui et je l'avais relu le lendemain matin. Et effectivement, j'avais trouvé une espèce de parenté, une espèce de... Oui, hein? Comme si ça avait été ma petite fille qui avait écrit ça. Et je trouve que c'est un compliment magnifique parce que toutes ces jeunes générations-là, ils pourraient très bien me balayer et dire ce qu'il a fait, c'était pas bon, ça valait rien. On recommence, puis on recommence à neuf, mais c'est pas ce qu'ils font, puis je trouve ça me touche vraiment beaucoup. Par ailleurs, est-ce que c'est juste que en 1990, vous avez fait de Victoire une mère incestueuse? C'est-à-dire qu'elle est la mère de Gabrielle et d'Albertine. Et d'Albertine, oui, mais ça, c'était décidé dès le départ dans les chroniques du Plateau Mont-Royal, il y en a fait mention déjà. Déjà. Bon. Alors, cette victoire, vous parlez de la genèse de la genèse, on la retrouve à 20 ans dans ce nouvel ouvrage. Elle sort du couvent où elle a passé je crois que c'est les 7 dernières années. C'est donc une jeune femme instruite qui aujourd'hui aurait
un autre destin, sans aucun doute, Ouais. parce qu'elle a fait l'équivalent d'un cours classique, là, je dirais, à l'époque. Elle revient à Duhamel pour retrouver son frère Josaphat, qui est aussi un personnage de Tremblay bien connu, Josaphat le violon, qui réussit cet exploit là vraiment d'un réalisme magique de faire lever la lune. Oui. Et elle revient à la maison donc à la suite d'une tragédie familiale que je révélerai pas. On a croisé cette victoire dans beaucoup de vos œuvres. Là, c'est la genèse de la genèse. Pourquoi la faire revenir à 20 ans et nous montrer cette jeune femme qui... Ben, d'abord, parce que, comme je disais tout à l'heure, je marche à rebours. Et avec la diaspora des Desrosiers, j'étais venu aux sources de Nana. J'étais retourné jusqu'à 1901, à la naissance de Nana. Ça c'est du côté de ma mère. Oui. Et du côté de mon père, là, j'ai fait la même chose avec Victoire. Je peux remonter jusqu'à 1898. Et aussi, la directrice un des deux directeurs, enfin, on ne sait jamais quel mot utiliser, directeur-directrice, Lise Benjamin, qui nous a quittés en juillet 2019, m'avait demandé, les dernières fois que je l'ai vu, elle me disait toujours « Ah, Michel, j'aimerais ça lire un livre sur la jeunesse de Victoire. Tu as beaucoup parlé, bon, ils ont fait des enfants, un frère, une sœur incestueux, qui font des enfants, mais tu n'as jamais parlé du début, de ce qui s'est passé au début. » Et elle nous a quittés en juillet. Et quand je suis parti pour Key West, ce qu'elle m'avait dit m'était resté. Puis j'avais dit oui, ça serait intéressant d'aller chercher, pas la raison, il n'y a pas de raison à l'amour, mais qu'est-ce qui a déclenché cet amour-là? Et j'ai écrit Victoire dans une grande joie, je dirais. C'est pour ça que j'ai appelé ça un roman élégiaque. J'ai donné une voix à Victoire qui est un petit peu surélevée. On a l'impression que quand la façon qu'elle nous parle de tout ce qui s'est passé, c'est comme à 2 pouces au-dessus du... tout est exalté. C'est un roman, exalté. Oui. Il faut dire que le point de départ, vous savez qu'à cette époque-là, avoir une sœur ou avoir un religieux dans sa famille, c'était un honneur, mais c'était aussi une façon d'avoir une bouche de moins à nourrir. Alors, quand on a offert aux parents de Victoire de lui donner de l'instruction, c'était dans l'espoir, c'était des religieuses, dans l'espoir qu'elle aurait un jour la vocation, chose qu'elle n'a pas eue. Elle n'a jamais senti l'appel, mais elle est quand même enfermée. Elle est restée enfermée pendant 7 ans dans un couvent. On l'avait retirée de tout ce qu'il y avait de beau dans sa vie, c'est-à-dire les Laurentides, la campagne, la beauté de la nature. Et elle a été dans une espèce de trouillerie pendant 7 ans. Et tout à coup, au bout de 7 ans, à cause de la tragédie dont on ne parlera pas, elle décide de revenir et elle retrouve son frère seul dans la maison. Et tout le premier chapitre se fait dans ses retrouvailles avec la nature, avec les odeurs, avec les couleurs, avec les arbres, avec tout ce qu'il y a de beau. Donc, on l'avait coupé pendant 7 ans. Et avec ce qu'elle mangeait, ou la nourriture qu'elle redécouvre aussi. Oui, absolument. Tout ce dont on l'a coupé pendant 7 ans. Et on sent qu'il y a toujours eu un amour très, très, très fort entre le frère et la sœur. Et d'ailleurs, le frère avoue, je ne dirais pas comment, mais qu'il a toujours aimé sa sœur d'amour. Et cette rencontre-là va être, j'allais dire, bénéfique pour les deux, mais va être la grande rencontre de leur vie et aussi leur grand malheur, parce que comme ils font 2 enfants, c'est ceux qui vont devenir les parias de leur petit village. Ils ne vivront pas une vie très rose, mais je pense que l'amour est plus important que tout. Vous faites dans Victoire une description, à mon sens, très, très juste de la campagne profonde. Parce que Duhamel, là, c'est la campagne profonde. Et je dis très juste parce que moi, j'en viens.
Je viens d'un endroit qui pourrait être Duhamel, même loin du village comme eux, ce qu'ils habitent. Et je me suis demandé, c'est la première fois que je me posais cette question-là, parce que c'est très sensible à votre description des odeurs, de la végétation, euh, le cheval, le joual, on pourrait dire le joual. Oh oui. Vous dites le cheval. L'origine même du mot. On va dire le joual, comme on disait chez nous. Euh, et là, je me suis posé la question, comment parler des écureuils, comment on nourrit les bêtes, les sucreries, le cheval. Je me dis, comment est-ce que c'est pour vous, comment dire, l'ivresse, où est-ce que Michel Tremblay a-t-il déjà fréquenté la campagne? Ben, Non, oui. parce que pour moi, c'est d'une grande justesse ce que vous dites, et je me dis, ben, écoutez, c'est quand même un enfant du plateau Mont-Royal. Et, Ben, c'est ça, la première campagne que j'ai connue, j'avais 11 ans ou 12 ans, c'était Duhamel. ah oui, J'étais jamais sorti, de Montréal, puis tout à coup, avec ma famille, on est parti en voiture. Ça prenait 4 heures pour se rendre en voiture à l'époque. On passait par Papineauville, Chenneville, Saint-André-Avelin, tout ça, là. Et je me souviens, quand je suis arrivé à la campagne, le choc que j'ai eu, j'avais aucune idée. J'avais vu les Alpes au cinéma, j'avais vu les plaines, les plaines de l'Ouest américain, mais je ne savais pas que ça existait pour vrai. Et chaque fois que je parle de la campagne, chaque fois que je parle de la nature, j'essaie de retrouver cette pamoison-là que j'ai eue quand je suis arrivé à Duhamel la première fois. Le premier matin, quand je me suis levé, puis je suis sorti de la maison que j'ai appelée la maison suspendue. C'était la maison dont je me sers tout le temps dans mes romans. La découverte d'abord de l'immensité, les montagnes que je connaissais pas ça, des montagnes, même beaucoup d'arbres. Les seuls arbres que je connaissais, c'était le parc La Fontaine. C'est un grand parc, mais c'est quand même pas la campagne. Et chaque fois que je me sers de la nature, surtout si ça se passe à Duhamel, j'essaie de retrouver cette exaltation-là, cette découverte-là qui était absolument, pour un petit gars de la ville qui a connu juste des trottoirs puis quelques arbres dans sa rue, d'arriver comme ça en pleine montagne, et surtout que la maison, telle que je l'ai décrite tout le temps, puis c'était vrai, était sur un monticule et elle était collée à une montagne, au flanc d'une montagne, ce qui fait que le derrière de la maison était dans la forêt. Ce qui fait qu'elle était comme incrustée dans la forêt. Alors, quand on en sortait et qu'on se retournait, on avait une montagne avec une petite maison. C'est pour ça que je l'appelle la maison suspendue. Et donc, chaque fois que je parle de cette campagne-là, j'ai fait faire cette découverte-là à Nana dans la traversée des sentiments, où elle arrive j'allais dire à Key West, franchement. à Duhamel. Elle arrive à Duhamel et elle découvre la campagne, parce qu'elle aussi, c'est la première fois qu'elle sort de la ville. Alors là, ça m'a servi parce que Victoire en a été coupée pendant 7 ans. Alors, c'est pas qu'elle a oublié ce que c'était, mais au lieu de décrire une découverte, j'ai essayé de décrire une redécouverte de la nature. Elle le savait, elle en avait un souvenir, elle en a été coupée, et tout à coup, d'un voyage en calèche de Papineauville à Duhamel, qui s'appelle Preston, à cette époque-là, ça ne s'appelait pas encore Duhamel. Elle va redécouvrir, elle va passer à travers des couloirs d'arbres, puis avec tous les souvenirs qu'elle en avait gardés. Alors, chaque fois, c'est le petit Michel qui, en 1954, 50, moins que ça, 53, 54, a découvert la campagne. Et chaque fois que je veux que ce soit un choc pour le lecteur, la lectrice, autant que c'est un choc pour le personnage. Enfin, j'essaie. On retrouve aussi dans Victoire vos personnages des tricoteuses. Ouais. Hein, des tricoteuses qui accompagnent le destin de vos personnages, inspirés des Pâques Ouais. romaines et des moires même grecques. Là. Et je voudrais vous entendre aussi là-dessus, sur
ces personnages-là qui n'ont pas la même fonction que les Pâques romaines qui tissaient le destin des personnages. Eux, ils font ça, mais ils peuvent pas interrompre ils accompagnent davantage plutôt que d'avoir... Oui, c'est des accompagnatrices. Et ça, en fait, je vais ajouter aussi le chœur grec que vous avez introduit dans notre théâtre aussi. ouais. Cette idée du chœur qui s'exprime, de la collectivité qui s'exprime et qui nous a marqué très fort, qui nous marque encore, je pense. Ce côté, je dirais, universel de l'œuvre de Michel Tremblay aussi dans ses inspirations. Ça vous est venu d'où, jeune aussi, cette découverte du chœur et puis l'idée des formidables des tricoteuses? Bien, l'idée des tricoteuses, c'est que avant de commencer à écrire La grosse femme d'à côté est enceinte, je trouvais une façon d'écrire un roman qui ne serait pas... Je devrais peut-être pas dire ça, là, mais ces femmes-là, à travers tout ce que j'ai écrit, m'ont empêché d'écrire des romans journalistiques, si vous voulez. Des romans... J'aime beaucoup voyons, tous les jours, là, comment on dit ça, excusez-moi, je commence à être fatigué. Le réalisme. J'aime oui, beaucoup le réalisme, oui. Il y a du réalisme magique. Chez les autres, mais chez moi, je veux pas, j'ai jamais rien, ou à peu près jamais rien écrit qui a été complètement réaliste. Il y a toujours quelque chose dans mes pièces, il y a toujours quelque chose dans mes romans qui fait que comme je disais tout à l'heure, on est au-dessus de la réalité. Ça m'empêche de tomber dans le réalisme que j'apprécie chez les autres et que j'ai pas envie de faire moi. Ce qui fait que si vous lisez la grosse femme d'à côté est enceinte, vous vous rendez compte que dès les premières lignes du roman, vous êtes dans le fantastique et vous ne le savez pas. Rose, violette et mauve tricotaient, tout ça. Alors déjà, au départ, dans le premier roman que j'ai écrit, j'ai implanté du fantastique, qu'on accepte ou non. Il y a beaucoup de gens dans les salons du livre qui viennent me voir et qui disent « Les tricoteuses, là, c'est-tu vrai? Ils existent-tu? Ou tu sais quoi? Est-ce qu'ils sont fous? Est-ce que... » Et je leur dis toujours « C'est vous qui choisissez. Si vous choisissez d'y croire, c'est vrai. Si vous choisissez de ne pas y croire, vous pouvez considérer que les personnages qui les voient sont fous, mais les deux fonctionnent. » Alors moi, ça m'a aidé pendant 42 ans maintenant, ça m'a aidé à éviter le réalisme, ce que j'appelle le réalisme plat quand c'est moi qui le fais, là. Et en même temps, ça a donné une espèce de souffle de... Je suis parti du réalisme magique d'Amérique du Sud. On a tous découvert Gabriel Garcia Marquez à peu près en même temps, au début des années 70. Et j'ai commencé à écrire La grosse femme en 77. Donc, je venais de découvrir José Donoso, puis tous les auteurs d'Amérique du Sud, et je me suis laissé emporter. C'était une des grandes découvertes de ma vie de lecteur, cette façon d'ajouter quelque chose dans la réalité qui fait que tu racontes quelque chose qui ne se peut pas, mais tu y crois parce que c'est trop beau. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire depuis tout ce temps-là. On va terminer, si vous voulez, Michel Tremblay, par un petit impromptu que j'ai appelé « Le soleil, rendez-vous avec la lune ». De l'importance du soleil dans ces deux derniers ouvrages, Le cœur en bandoulière et dans Victoire, et puis de la lune dans Victoire aussi. Mais c'est quelque chose qui est présent, je pense, aussi dans votre œuvre. Moi, je me souviens, j'ai monté avec des amateurs une production dont j'étais immensément fier de Thérèse et dont je suis. Mais la lune est... Thérèse et Pierrette, mais dans le soleil, au début, le coucher de soleil dans l'adaptation théâtrale de Thérèse et Pierrette, qu'ils viennent, que les habitants du plateau. Mais la lune est présente dans ce que j'écris depuis toujours, depuis le départ. Dans mon enfance, mon père, qui est un petit peu poète, nous faisait apprécier la pleine lune et nous racontait des choses, tout ça. Ce qui fait que la pleine lune a été importante pendant toute ma vie. Puis le soleil, le soleil est présent surtout pour les couchers de soleil. Vous venez d'en parler. Les couchers de soleil sont parmi les plus belles choses que
les plus beaux spectacles gratuits du monde. Sont parmi les plus belles choses que j'ai vues. Et aussitôt que j'ai connu de vrais beaux couchers de soleil, j'ai décidé de m'en servir toujours pour exprimer une espèce de tristesse, de beauté, mais de beauté triste, parce que c'est la fin de quelque chose. On sait, par exemple, que les Amérindiens, pas les Amérindiens, mais les Incas, pensaient et priaient, avaient toute une religion autour du fait qu'ils avaient peur, chaque fois que le soleil se couchait, ils avaient peur qu'ils ne se lèvent pas le lendemain. Alors, je parle de ça aussi. C'est la fin de quelque chose, mais une fin absolument éblouissante, une très, très, très belle fin, avec cette espèce d'inquiétude de la nuit qui vient. Je m'en suis beaucoup servi dans les 5 couchers de soleil du cœur en bandoulière. Oui, qui sont marqués par 5 couchers de soleil. Ce qu'on pourrait même dire que c'est, que les couchers de soleil, chez vous, c'est quelque chose qu'il y a quelque chose de mystique dans ces couchers de soleil. Oui. Qui est à la fois la mort, mais l'extase aussi. Oui. Ben, c'est ça, c'est la fin de quelque chose, c'est la mort. Mais ce qu'il y a de beau avec le coucher de soleil, non seulement c'est beau, mais on sait que ça va recommencer le lendemain. Alors, il y a une espèce de consolation de savoir que ça va revenir, que s'il fait beau demain, on va pouvoir revenir regarder le même spectacle qui va être différent parce que c'est jamais pareil. C'est à la fois la fin de quelque chose et l'espoir que ça va revenir dans 24 heures. L'espoir, je trouve qu'on le dit peut-être pas assez, mais c'est très important chez Michel Tremblay, l'espoir. C'est une œuvre d'espérance aussi que vous écrivez malgré ses duretés. Et je voudrais terminer en vous lisant de courts extraits qui concernent précisément le soleil et la lune. Les couchers de soleil et le lever de la lune. Dans Victoire, d'ailleurs, il y a Josaphat qui fait une très belle phrase et qui dit, en parlant du soleil qui se couche, « Le bas du temps est rose ». C'est beau, hein? C'est une de mes belles inventions, ça. C'est une invention? Oui. Ah, c'est une sacrée belle invention. Et dans Le cœur en bandoulière, je ne dirai pas le nom des personnages parce que ça serait un peu fastidieux, mais ils sont là à regarder aussi un coucher de soleil. Puis je voudrais en lire quelques extraits. Un des personnages, Laurent, montre le lac en direction du public et dit « Regardez comme c'est beau. Le soleil va se coucher. C'est incroyable, les reflets dans l'eau. On se tanne jamais. Moi, ce que j'aime, c'est les dessins que la réflexion forme sur le plafond de la salle à manger. On dirait qu'on mange sous l'eau. C'est toujours la même chose, mais c'est jamais pareil. On a dû en regarder des milliers. Quand on était en train de manger, des fois, nos parents arrêtaient leur repas. On descendait jusqu'ici l'été. On restait dans la fenêtre l'hiver. On regardait la neige devenir bleue. Et que c'est beau. Ça n'a pas de bon sens. Benjamin, tu vas pas brailler pour un coucher de soleil. Ce serait pas la première fois. Je peux pas m'en empêcher, c'est trop beau. Une didascalie ici. Les 5 personnages restent silencieux un long moment. La lumière change sensiblement. Quand le soleil commence à se cacher derrière les arbres comme ça, puis qu'on peut le regarder en face jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Je sais pas s'il va y avoir un rayon vert aujourd'hui. Ça n'existe pas, le rayon vert. Je l'ai souvent vu, parce que tu voulais le voir. Je te l'ai souvent montré, mais toi, tu voulais pas le voir. Et concernant la Lune, dans Victoire, je me sens important, je vais faire un extrait de Victoire. Personne ne l'a... Aucun lecteur réel ne l'a lu. Victoire, pour le lever de la Lune, c'est une scène entre Josaphat qui joue de son violon et bien sûr Victoire, qui est la narratrice, et qui dit, après la répétition des 2 mêmes notes du violon, une mélodie d'une étonnante douceur, une sorte de souffrance retenue, lente, envoûtante, s'est mise à tournoyer autour de nous, comme si elle prenait son temps avant de s'envoler, puis au moment où le sommet de la montagne est devenu d'un blanc éclatant, elle a pris de la rapidité comme rendue folle. C'était les mêmes notes, la même mélodie, mais partie en vrille, saisie d'une folie incontrôlable, un tournoiement continu qui sautillait de plus en plus vite avant de se propulser vers la lumière. La mélopée était devenue une gigue, un rigodon,
Josaphat s'est mis à chantonner, à taper du pied. Je sentais les muscles de son corps jouer sous sa chemise. Et c'est là, porté par la plus belle musique jamais entendue, que l'enfantement se produisit. Un arc lumineux d'un rouge vif, un début de tache de sang est apparu derrière les arbres du faîte de la montagne qui semblait lui donner naissance. Plus qu'une boule de feu, une gigantesque perle rouge est née sous mes yeux, propulsée par une force colossale du flanc de la montagne vers les grandes hauteurs du firmament. Elle a grimpé, majestueuse, en avalant les quelques étoiles qui perçaient encore le ciel, portée par le son d'un violon magique et la voix d'un mage. Cette voix d'un mage, Michel Tremblay, j'ai l'impression que c'est la vôtre. C'est la faute, puis je veux vous remercier personnellement, puis au nom du Salon du Livre, pour cet entretien, mais aussi d'avoir fait dans nos vies de lecteurs, dans nos vies de Québécois et d'autres lecteurs sur la planète, nous avoir fait lever la lune si souvent, si bellement. Et merci je vous en remercie beaucoup. Compliment. Merci beaucoup. Merci. Ça me fait plaisir.